invité était au Liban, il vient de rentrer à Paris. Il s'agit de Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Martial. Alors vous vous êtes retrouvé à Beyrouth le même jour que la conférence mondiale de Carlos Ghosn. Et dès que celle-ci s'est terminée, eh bien, tous les journalistes, notamment français, ont repris l'avion à l'aéroport. Vous êtes resté parce que votre sujet, ça n'était pas Carlos Ghosn. Quel était votre sujet d'ailleurs ? Absolument, c'était les problèmes bancaires que rencontraient les Libanais. Et au moment où je suis arrivé effectivement à Beyrouth, on comptait déjà depuis à peu près 15 jours une centaine d'incidents dans les agences bancaires. C'est-à-dire que les Libanais agressaient les chargés de compte et parfois même c'était les chargés de compte qui agressaient les clients. Donc il y a des scènes de bagarres dans tout le Liban, hein, pas que à Beyrouth, des scènes de bagarres intenses entre banquiers et les clients parce que les Libanais ne peuvent plus retirer leur argent et maintenant ça va faire 3 semaines ou peut-être même 4 semaines. Mais ça a commencé en douce et en fait on assiste au premier vrai bank run du 21e siècle et c'est pas rien parce que ça se passe au Liban et que le Liban, Beyrouth, est une place financière, une place bancaire absolument essentielle au Moyen-Orient. Alors un bank run, c'est une panique bancaire. Clairement, qu'est-ce qui se passe ? Quelle pourrait être la définition de ce mot bank run ? Alors, la définition en pratique, on va peut-être voir de photos derrière nous, c'est-à-dire que vous arrivez à 9h du matin devant votre agence bancaire, qu'on vous donne un ticket un petit peu comme chez le charcutier ou le boucher, et que à 9h du matin vous êtes déjà le 326e, et que à 16h vous avez toujours pas réussi à voir votre chargé de compte pour lui demander de vous donner de l'argent pour que vous puissiez vivre dans la semaine. Et il faut savoir, si vous voulez, qu'au Liban, il y a quelque chose de très très curieux, c'est qu'en fait, il y a 2 monnaies qui vivent en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a la livre libanaise, d'un côté, et le dollar américain. Alors, tout ce qui est, par exemple, pour payer les loyers, c'est en dollars américains, et pour tout ce qui est les petites courses ou faire le plein d'essence, c'est les livres libanaises. Mais que ce soit l'un ou l'autre, aujourd'hui, vous ne pouvez plus retirer d'argent si vous êtes libanais. La Banque du Liban a déconnecté les Libanais de Visa Mastercard, ce qui fait que tous les Libanais, par exemple, qui étaient, en voyage à l'étranger, en France, aux États-Unis, au Japon, n'importe où, se sont retrouvés dans l'incapacité de régler leur facture. Et ensuite, les banques libanaises, donc le gouverneur de la Banque centrale du Liban, a demandé aux banques, en fait, de fermer tout ce qui était retrait au guichet, au distributeur automatique, et de fermer tout ce qui est banque en ligne que nous connaissons, et donc d'obliger chaque Libanais à aller négocier avec son banquier pour retirer entre 100, 200, éventuellement 400 $ pour passer la semaine. Et donc du coup, ça a développé, si vous voulez, une sorte de révolution. Et cette révolution, c'est très curieux parce que les journalistes, on n'en parle pas du tout en France, alors que pour moi, c'est un sujet absolument colossal. Tout à l'heure, vous parliez de 200 journalistes qui étaient là. Le sujet n'était pas Carlos Ghosn. Le sujet, c'était vraiment que tout le pays ne pouvait plus retirer son argent. Mais manifestement, ça n'intéresse personne. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, est-ce qu'on ne peut pas vous dire quand même que vous êtes un spécialiste et que vous savez que ce n'est ni le premier ni le dernier bank run ou crise financière qui se déroule ponctuellement sur la planète ? Pourquoi celui-ci serait plus dangereux ? Parce que vous avez vu que la Banque centrale était entourée de barbelés. C'est pas suffisant. C'est déjà pas mal. Une banque centrale qui est entourée de barbelés, qui est surveillée par l'armée, c'est quand même assez unique dans le genre. Hein. Il manquait plus que les Miradors. Hein. C'est un peu l'idée, quoi. Là, on voyait bien que c'est devenu un endroit sensible. D'ailleurs, les Libanais ont fait une manifestation géante le 30 décembre. Ils ont essayé de mettre le feu à la banque centrale, ce qui est déjà, sachant que le Liban, si vous voulez, c'est Beyrouth et Beyrouth c'est la banque. Donc les Libanais sont en train de vouloir brûler en fait ce qui fait l'essentiel du Liban. Parce que le Liban, c'est un petit Monaco, en fait, dans l'esprit. C'est Monaco. Hein, c'est Monaco avec les favelas autour. Hein, c'est un peu l'idée. Mais pour revenir à votre question, c'est le premier véritable bank run parce que en 2001, en Argentine, les Argentins se sont retrouvés du jour au lendemain devant leur banque fermée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bank run possible. Hein, voilà. Ils étaient mis devant le fait accompli. Alors que là, il y a un bank run dans le sens où les banques sont ouvertes, mais les gens ne peuvent pas retirer leur argent. Et c'est là où c'est absolument unique.
dans le sens où ça déclenche justement toutes ces violences. On en compte à peu près une centaine par jour en ce moment même au Liban. C'est tout à fait extraordinaire. Au point que l'association des banques, le syndicat des guichetiers, des employés de banque, ont demandé à fermer les banques pendant 15 jours de manière à stopper les violences. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est du jamais vu. C'est un bank run où vous attendez pendant 6 heures patiemment, simplement pour retirer 200 € ou 200 $. C'est absolument unique. C'est du jamais vu. Vu ces scènes qui sont dans un pays spectaculaires. moderne, j'entends. Vous avez vu ces scènes spectaculaires. On voit dans des vidéos filmées d'ailleurs actuellement ces banquiers qui passent des fois même à tabac leurs clients. Oui, il y a cette vidéo absolument extraordinaire. C'est devant la banque Audi, qui est une des banques les plus prestigieuses du Liban, les plus anciennes aussi. On voit vraiment les chargés de compte face à un client mécontent, ils le passent à tabac. C'est-à-dire, ils l'ont sorti de la banque et ils le passent à tabac. Je ne sais pas si on pourra voir les images derrière nous, mais c'est une scène extraordinaire. C'est complètement fou. Et ce qui est d'absolument affligeant, si vous voulez, c'est que en fait, on est en face, si vous voulez, d'un écroulement total du Liban à cause de son système bancaire. Aujourd'hui, on vous parle de le Figaro, Le Monde, etc. Vous parle dans des petits articles, oui, il y a une crise économique, il y a du chômage. Non, il y a une crise véritable bancaire qui va se solder, en fait, littéralement, par un défaut de paiement global du Liban. Et 50% de l'épargne des Libanais va être perdue, va être ponctionnée. C'est pire qu'à Chypre. Alors, face à cela, vous l'avez dit, premièrement, c'est un mouvement décentralisé. Il n'y a pas qu'à Beyrouth que cela se passe. Ça se passe dans tout le pays. C'est aussi d'ailleurs multiconfessionnel pour la première fois. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'argent, la couleur de la religion n'intéresse plus personne, quoi. Là, on le voit bien. Hein. D'ailleurs, les manifestations qu'on a vues fin décembre et qu'on voit encore aujourd'hui, en fait, sont multiconfessionnelles. Et d'ailleurs, les Libanais réclament, si vous voulez, la fin de ce système politique multiconfessionnel. Vous avez 5 ou 6 milices qui pilotent le gouvernement, qui pilotent tout ce qui se passe au Liban. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Charles Belnahas, qui est l'ancien ministre du Travail, il y a pas si longtemps, il y a juste quelques années. Et il me disait que là, c'est la fin d'un régime. C'est-à-dire qu'on assiste à l'effondrement du Liban. Pour que nos spectateurs comprennent bien, tous les Libanais m'ont dit, écoutez, nous, on a eu 20 ans de guerre civile, ou 15 ans de guerre civile. Pendant toute la guerre civile, nos banques, elles étaient ouvertes et on ne manquait de rien. Et là, on n'a pas de guerre, mais les banques, là, sont en faillite. Et cette responsabilité de cette révolution est due uniquement à la folie des banquiers libanais. Ça, il faut clairement le dire, et à la corruption générale du gouvernement. Alors, on voit bien qu'il y a une révolte des Libanais en raison de la crise économique que vous évoquez, bien sûr, mais aussi contre la bancaire, surtout. Crise bancaire. Samedi et dimanche, il y a eu des violences sans précédent lors des manifestations, parce qu'on dénombre 546 blessés. Oui, moi j'en étais resté à 400, oui. Voilà, 546 du côté des manifestants et d'ailleurs des forces de l'ordre. Et ce sont des manifestations qui ont pris une ampleur telle, une violence telle, qu'elles visent totalement la classe politique. Elle est jugée totalement corrompue, totalement incompétente. Corrompue sont les termes qui reviennent le plus souvent. Absolument, les deux d'ailleurs. De ce que j'ai vu sur les murs de Beyrouth, c'est surtout beaucoup d'inscriptions à connotation sexuelle qui concernent le gouvernement, du fait que l'ancien Premier ministre, parce que là il n'y a pas de gouvernement, donc ça fait maintenant quasiment 4 semaines qu'ils doivent former un nouveau gouvernement. Mais les Libanais ont appris, si vous voulez, que leur Premier ministre, par exemple, Saad Hariri, donc le fils de l'ancien Premier ministre Hariri qui a sauté sur une bombe il y a quelques années à côté de l'hôtel phénicien, avait fait un chèque donc de 15 millions de dollars américains, je précise, à une bimbo en bikini, et ça a littéralement révolté révolté les Libanais, ça on le comprend. Et on l'aurait 15 jamais... millions. 15 millions, et ça fait cher le maillot de bain, quoi. C'est assez étonnant. Et donc, ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que son père a explosé sur une bombe, et là, ce monsieur a explosé sur une bombe anatomique, si on peut dire ça comme ça. Hein, parce que le Bikini, je rappelle, c'est une île où on faisait des tests de bombes atomiques dans le Pacifique. C'est incroyable. La corruption du gouvernement, pour vous donner une idée,
Il y a moi, ce qui m'a le plus choqué en fait à Beyrouth pendant que j'ai tous mes interviews, c'est les coupures de courant d'électricité. C'est-à-dire qu'avec tous les milliards qu'ils ont ramassés en impôts, cette classe dirigeante, donc depuis la fin de la guerre civile, a été incapable d'installer un EDF, enfin une électricité du Liban qui fonctionne normalement, et donc tout le monde est habitué à avoir 1-2 coupures par jour, et parfois qui durent entre 5 minutes et 6 heures. Et c'est tout à fait incroyable, tout simplement parce que l'argent est détourné. L'Union européenne a donné, je ne sais plus, 20 millions d'euros pour, vous savez, après la crise des poubelles, c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans, pour construire une usine, une déchetterie, etc., de moderne, et l'argent a disparu. Et quand les inspecteurs de l'Union européenne sont arrivés, en fait, les Libanais ont construit quasiment une fausse usine, histoire de faire semblant, quoi. C'est un système Potemkin. Donc la corruption, si vous voulez, à la Libanais, ils en ont ras-le-bol, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Et de toute façon, ce n'est pas une crise économique. Avant toute chose, c'est une crise bancaire. Les gens ne peuvent plus retirer de l'argent pour payer leurs factures, ne serait-ce que pour manger, pour acheter à manger. Et donc là, c'est un véritable drame. Et donc tout le monde descend dans la rue. Comment ils font concrètement ? C'est beaucoup d'entraide. Concrètement, c'est vraiment ça. Les sociétés libanaises, par exemple, sont dans l'incapacité de régler leurs factures à l'étranger ou de commander. Des hôpitaux, même l'hôpital français qui est à Beyrouth, en fait, ne reçoit plus parce qu'ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus rien pour soigner les gens. C'est un vrai souci. Et je vous dis, c'est ce que me disaient tous les Libanais. On n'a jamais vu ça, même pendant la guerre civile. Donc ça vous montre bien qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer, quelque chose d'extrêmement grave, et ça va se terminer, si vous voulez, dans une révolution globale, parce que je vois pas très bien comment ils vont pouvoir sauver le système, à moins que les Qataris ou les Saoudiens mettent 100 milliards de dollars, je précise, c'est pas le livre libanaise, dans le système bancaire pour le sauver. Mais leur système est sauvé, c'est un Ponzi, c'est un total Ponzi. Il y a 2 jours, lundi, le président Aoun a convoqué une réunion de sécurité après ces violences inédites par leur ampleur que j'évoquais de cette fin de semaine et de début de semaine, dimanche. C'est vrai que 2 mois après la démission de Saad Hariri, il n'y a toujours pas de gouvernement qui était normalement, qui devait être fondé et créé par Hassan Diab, mais on est sans gouvernement. Donc en fait, il n'y a plus que le général Aoun, qui est le président libanais. Et puis, c'est ce que me disait Charles Belnas, l'ancien premier ministre du Travail, pardon. Il me disait, ça fait des semaines ce gouvernement aurait dû être formé en 3 heures pour faire face à cette crise absolument dramatique. Et il dit non, l'ancien premier ministre est parti en vacances à Paris. Il n'y a personne pour signer les décrets, les chèques, etc. Il y a personne au gouvernement. C'est tout à fait incroyable. C'est un gouvernement de totale corruption, quelle que soit leur dénomination, qu'ils soient musulmans, chrétiens, etc., ou du Hezbollah. Enfin bon, c'est un désastre dont on va voir la révélation, si je peux dire, de cette explosion financière, parce que ne l'oubliez pas, Beyrouth, c'est avant tout la Suisse du Moyen-Orient, même s'il a perdu un peu de son lustre à cause des autres plateformes, notamment au Qatar, etc., ou aux Émirats unis. Beyrouth reste Beyrouth et les banques vont tomber. Et ça, c'est vraiment très très grave. Avec une répartition institutionnelle, le président chrétien, le premier ministre musulman sunnite et le chef de l'Assemblée nationale musulman chiite. Est-ce que on a vu l'ampleur des manifestations au début, on a vu 1 million de Libanais, en rappelant que c'est sur 5 millions d'habitants. Donc, oui. Donc c'est le ratio en France, c'est 12 millions de personnes qui descendraient dans la rue. On voit bien que les gens n'ont plus les moyens de se nourrir, ils n'ont plus les moyens de se déplacer, donc ils n'ont plus grand-chose à perdre. Est-ce qu'on avance vers une révolution, mais pas une révolution de velours, une vraie révolution? Est-ce que vous avez ressenti cela? Oui. Ou est-ce que c'est un ras-le-bol, une lassitude? Non, c'est une vraie révolution. D'ailleurs, les Libanais appellent ça la révolution du 17 octobre. Donc pour vous dire que c'est très précis. Et d'ailleurs, le Charles Belnas que j'ai interviewé est considéré notamment par les médias libanais comme étant le chef de cette révolution. Et j'espère qu'il pourra en tout cas, à mon niveau, j'espère qu'il pourra prendre les rênes du pays, parce que je ne vois pas qui d'autre pourrait sauver le Liban aujourd'hui du désastre
qui l'attend, du désastre financier. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus du tout retirer de l'argent, ça va être terminé. En fait, le Liban risque de retomber au niveau du Zimbabwe. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée de monsieur Feu Mugabe. Hein. C'est gravissime, quoi. C'est du jamais vu. C'est comme si la Suisse, c'est comme si Genève ou Lausanne ou Zurich, du jour au lendemain, vous avez tout le système bancaire qui s'arrête et les Suisses ne peuvent retirer que 200 francs suisses, quoi. C'est véritablement l'idée. C'est une bombe à retardement colossale. Financière, hein, je précise, pour que vous compreniez bien pourquoi le système bancaire libanais en est arrivé là. Vous le savez, parce qu'on fait des émissions ici sur Politique Éco, depuis 11 ans, les taux sont négatifs, aussi bien aux États-Unis, enfin, on va dire à 0 ou 1%, et en Europe, on est en taux négatif. Eh bien, figurez-vous que les banques libanaises payaient entre 8 et 12% d'intérêt sur les dépôts que faisaient les gens, et certains bons du Trésor libanais étaient rémunérés à 20%, encore hier. Donc vous voyez que en fait la crise des taux négatifs en Europe et dans le monde a explosé le système bancaire libanais, et c'est ce que m'a dit Charles Belnas. Il y a un défaut de paiement, et du fait que les Libanais ne peuvent pas retirer leur argent, ça s'appelle un défaut de paiement domestique. Et il a tout à fait raison. Donc le défaut de paiement international va évidemment suivre. Mais ce système Ponzi que les banquiers libanais ont perpétré a amené en fait cette crise financière et qui empêche les gens de retirer leur argent. Et je peux vous dire que les gens sont vraiment remontés. D'ailleurs, on l'a vu, la BBC a filmé par exemple les Libanais qui encore ce week-end ont détruit tous les distributeurs automatiques qu'il y avait. Ils se sont attaqués majoritairement 90% aux banques et à rien d'autre. Alors le premier point commun que l'on voit avec la France, c'est que les autorités, elles se contentent d'apporter une réponse finalement sécuritaire en durcissant la répression et n'offrent aucune perspective politique et sociale. On a, il faut bien le dire, peut-être pas à la même échelle, un peu le même sentiment de vivre cela en France. Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement ou pas ? Tout à fait. Tout à fait. Les gilets jaunes ne sont que le résultat, si vous voulez, d'une crise économique effectivement gravissime, qui est due au fait que M. Nicolas Sarkozy a pris l'argent du peuple français pour sauver les banques en 2008-2009. Précisons-le, que M. Hollande a continué sa politique. Ce qui explique pourquoi les gens ne peuvent pas retirer leur argent de la Banque Postale, par exemple. On voit sous des faux prétextes en disant ou à cause du terrorisme. Déjà, vous ne pouvez pas dire ça aux Libanais, quoi. Ceux qui ont fait, ils ont 15 années de guerre civile derrière eux. Terrorisme, ils savent ce que c'est. Pourtant, les banques étaient ouvertes. Donc, vous voyez déjà le mensonge du gouvernement français. Ce qui est intéressant avec le Liban, si vous voulez, c'est une sorte de miroir. Et qui plus est, je veux dire, la France a des relations absolument, extrêmement fortes avec le Liban. C'est un ancien protectorat. Il y a une amitié forte entre le Liban et nous aidons le Liban financièrement. Pardon ? Puis il y a des aides financières du Liban. Absolument, mais Macron a mis le holà à ce niveau. Il n'a pas été le seul. Et aujourd'hui, on voit, si vous voulez, que le système libanais ne peut pas continuer comme ça. Voilà, c'est impossible. Et donc là, c'est ce que disait Charles Belnas, c'est une fin de régime. C'est le système multiconfessionnel gouvernemental tel qu'il a été instauré après la guerre, au moment de la guerre civile, à la fin de la guerre civile, ne peut plus continuer parce que qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou laïcs, peu importe, ils sont aussi incompétents les uns que les autres dès qu'il s'agit d'économie, et surtout ils se sont fait enfler par les banquiers. Faut peut-être pas l'oublier. Un système féodal en tout cas. Féodal, totalement féodal. Vous avez 1% des ultra riches Libanais qui possèdent quasiment un quart, voire plus du pays. Donc déjà, tout est dit. Alors, pour autant, Pierre, est-ce qu'on peut quand même dire que la situation économique financière de la France, elle n'est quand même pas celle du Liban? Et pourtant, vous n'hésitez pas à affirmer que le Liban annonce ce qui va arriver en France. Vous endossez à nouveau le rôle d'oiseau de mauvais augure. Écoutez, ça vous plaît ça finalement? Avec ou sans pochette, l'oiseau? Non, franchement, c'est pas que ça me plaise ou pas. Je veux dire, écoutez, moi je donne des informations. Alors, qu'elles plaisent ou qu'elles plaisent pas, c'est pas mon souci. Ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il y a un déni. En France, il y a un déni. Les gens ne veulent pas voir que les banques françaises ont fait un défaut de paiement domestique. Aujourd'hui, si vous allez... On est dans le même...
On est dans la même situation que les Libanais finalement, sauf que on va vous dire vous voulez retirer 3 000 € et on va vous demander mais c'est pourquoi faire. On va vous dénoncer à Tracfin, justifier moi l'achat de votre voiture, etc. Enfin je veux dire, excusez-moi, mais on a passé l'âge de demander la permission d'aller faire pipi pour avec notre banquier. Et pourtant les banques nous mènent en bateau. Il y a un défaut de paiement global domestique en France. Nous sommes dans la même situation qu'au Liban et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le Liban n'est que le miroir de ce qui va se passer en France. C'est ce que dit d'ailleurs Charles Belnaz. L'interview que j'ai faite avec lui, vraiment j'encourage les spectateurs à le lire parce que c'est une des interviews les plus fortes qui m'ait jamais été donnée à faire de ma carrière. En plus le type c'est vraiment une Formule 1 quoi. Intellectuellement c'est quelqu'un de brillant, polytechnicien français au passage, ingénieur des ponts et chaussées. Vous voyez c'est un peu le profil intellectuel Attali et autres. Et il a une analyse. Mais il connaît tout le Liban, bien sûr, il connaît tous les pays, il connaît tous les tenants et aboutissants. Il dit c'est fini, c'est terminé pour le Liban. Il y a une révolution et nous serons obligés de demander à au moins 1 million ou 2 millions de Libanais de quitter le territoire si on veut remettre le pays. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il dit. C'est énorme, c'est absolument énorme. Nous sommes dans la même situation que le Liban, que ce soit avec les migrants, etc. C'est juste un miroir global. Mais au niveau bancaire, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Simplement, les Français sont dans le déni. Ils ne veulent pas voir qu'ils ne peuvent plus retirer leur argent de la banque. Point. Je le dis et répète depuis maintenant des années. Allez-y, allez dans votre banque, retirez 3 000 €. Hein, dites-le, c'est pour vous. Hein, et vous n'avez pas besoin de donner des justificatifs. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est exactement la même chose qu'au Liban, sauf que là, eux, c'est 200 €. Donc c'est encore pire. Et on va y arriver. On va y arriver à ce moment-là. Et ma dernière question, elle est plus personnelle finalement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vous, journaliste, de vous dire qu'il faut se rendre sur place? Quand il y a des événements en Turquie, vous allez à Istanbul. Quand il y a des événements en Grèce, qu'on a bien connu, vous allez à Athènes. C'est vraiment nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Pour que vous fassiez un point de vue, une opinion par vous-même? Ou est-ce que vous considérez que la presse française ne fait pas son job? C'est terminé. La presse française ne fait plus du tout son travail. On l'a vu avec Istanbul, on l'a vu avec Athènes, on l'a vu avec Chypre. Je l'ai vu à Chypre, notamment quand les banques étaient fermées. Il y avait juste une équipe de FR3 qui était là et ils disaient on n'a pas d'image. Vous voyez, en fait, aujourd'hui la presse française se contente de coller une dépêche AFP. Si le journaliste de l'AFP, je rappelle, qui est de la presse de l'État, de l'État français, si le journaliste de l'AFP n'avait pas envie était un peu paresseux, on va dire, vous n'aurez pas d'infos. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est-à-dire que même si l'AFP vous donne l'info, ce qui se passe réellement au Liban, ça va pas plaire ici en disant non, il faut pas parler de crise financière, ça stresse les Français. Rappelez-vous, vous savez quand Wall Street a explosé, vous savez ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2008 ? Il a demandé au syndicat du livre de se mettre en grève de manière à ce qu'il n'y ait pas aucun des journaux, Le Parisien, Le Figaro, Libération, Les Échos, La Tribune, etc., ne paraissent le lendemain de l'explosion de Wall Street. Vous avez déjà vu, vous, un syndicaliste, même CGT, d'un seul coup, se réveillant à 2h du matin en disant « Tiens, on fait grève, on n'imprime plus ». Voilà. Et j'ai appris par la suite, effectivement, que cela a bien été demandé par l'Élysée de manière à ce qu'aucun journal ne paraisse. Donc il y a il y a une dissimulation totale au niveau financier. Et ce qui se passe au Liban, là, il va pas pouvoir le cacher longtemps. Je veux dire, même Dieudonné a fait une vidéo sur le sujet. C'est quand même pour vous montrer à quel point ça marque les esprits. Le fait de voir des gens se battre dans des agences et ça tous les jours, une centaine d'incidents par jour, c'est absolument énorme. Je veux dire, même la presse libanaise, L'Orient le Jour par exemple, que je suis, ou la presse libanaise anglaise, même eux sont un petit peu dans le déni tellement ils sont embêtés. Et ils ont honte. Ils ont honte de reconnaître que le Liban est en défaut de paiement et qu'ils ne peuvent plus retirer leur argent. Et qui plus est, c'est une humiliation totale. C'est ce que disaient les Libanais. Je suis humilié d'être obligé d'attendre pendant 4 heures dans mon agence bancaire et ensuite de plaider ma cause comme si j'avais 8 ans en train de demander l'argent de poche à mes parents. Ils en sont là. C'est une humiliation totale. Et c'est pour ça que cette révolution, effectivement, risque de toute façon
Vous savez, à partir du moment où il n'y a plus d'argent dans les banques, le peuple se révolte, hein, c'est clair. C'est clair, net et précis. Donc, et si on ne va pas sur place... Dernier clin d'œil, si on ne va pas sur place... si on ne peut pas avoir toutes ces informations. Okay, écoutez, quand j'ai vu la Banque centrale être entourée de fils barbelés, je me suis dit, waouh, c'est quand même une photo prenante, quoi. Alors, même, attendez, quand j'étais à Athènes ou à Chypre, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Il y avait pas la police, il y avait pas l'armée devant la Banque centrale de Grèce ou de Chypre. Pardon. Mon dernier clin d'œil, je vais y arriver, c'est à le placer, vous savez. J'ai regardé sur votre site, il y a un SAS, la couverture des fameux livres de Gérard de Villiers, intitulé Bank Run à Beyrouth. Je me suis dit, ça y est, il se prend pour le prince Malko. Pas du tout, mais j'ai trouvé ça absolument génial parce que Bank Run, c'est comment dire, parce qu'il était publié chez Plomb. Il était publié chez Plomb. Et là, la Banque du Liban, c'est du plomb, PLOMB, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette. Et en même temps, vous savez qu'ils sont tous armés. Attendez, le nombre de Kalachnikov et de revolvers, etc., qui traînent, ça va pas se passer comme en France avec les gilets jaunes. Là, les gens vont commencer à sortir l'artillerie lourde, là. C'est la raison pour laquelle de cette couverture, qui a d'ailleurs un grand succès. Je remercie de... on peut le voir. J'espère bien qu'on va la regarder derrière nous, parce que ça va sauter aux yeux. Oui, c'est génial. On va l'appeler d'ailleurs ce Zoom Bank Run à Beyrouth. Mais attendez, là, une des raisons, si vous n'allez pas sur place, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, j'estime, si vous voulez, que la presse française n'a absolument pas fait son travail sur la crise libanaise. Et tout le monde me le dit. Je veux dire, tous ceux qui ont lu mon reportage à Beyrouth m'ont dit, mais attends, on découvre là, c'est complètement fou, c'est à côté. Les gens me disent, c'est à côté. Je dis oui, et c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend, nous, dans les agences. Voilà, nous sommes partis à Beyrouth grâce à votre œil que nous avons envoyé sur place. Merci Pierre Jovanovic, à très bientôt sur TV Liberté, bien sûr. Merci à vous.